J'ai foncé à l'hôpital Pitié-Salpêtrière en pleine nuit, le cœur au bord des lèvres. Ma fille Claire gisait dans le coma après une chute accidentelle dans les escaliers. L'infirmière m'a brutalement tiré derrière le rideau. Tss, cachez-vous et regardez. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Mon téléphone a vibré à 22h17. Un numéro inconnu. La voix était professionnelle, clinique, terrifiante dans sa neutralité. Monsieur Duval, ici l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Votre fille Claire a été admise aux urgences. Elle est dans le coma suite à une chute dans les escaliers. Il faudrait venir rapidement. Le catalogue de vins que je tenais a glissé de mes mains. Claire, ma fille unique, une chute dans les escaliers, dans son appartement du 7e arrondissement, celui que je lui avais offert il y a 3 ans. Ces escaliers en marbre que nous avions choisis ensemble, le trajet en taxi jusqu'au 13e arrondissement m'a paru interminable. Paris défilait derrière la vitre, indifférent. Claire avait 32 ans, enseignait la littérature, était prudente comme moi. Comment avait-elle pu tomber? Aux urgences, l'odeur d'antiseptique m'a saisi. Une infirmière m'a guidé vers la réanimation. C'est là que je l'ai vue. Thomas Berger, mon gendre depuis 4 ans, assis sur une chaise en plastique, le visage entre les mains. L'image parfaite du mari désespéré. Gérard. Il s'est levé d'un bond, les yeux rouges. C'est terrible, je l'ai trouvée au pied des escaliers. Elle ne répondait plus. J'ai appelé le SAMU immédiatement. Sa voix tremblait. Il portait un jean et un pull bleu marine, comme habillé à la hâte. À 38 ans, Thomas était chef de projet dans une entreprise de construction, plutôt effacé, le genre d'homme qu'on oublie facilement. Où est-elle? En réanimation, traumatisme crânien grave. Il s'est essuyé les yeux. Tout allait bien ce soir. On avait dîné ensemble, elle était montée se coucher, et puis ce bruit horrible. Un médecin est apparu, une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes métalliques. Coma profond. Hémorragie intracrânienne. Pronostic incertain. Les 48 heures suivantes seraient cruciales. La vision de ma fille, allongée dans ce lit entourée de machines qui bipaient, m'a déchiré. Son visage pâle, presque translucide. Des tuyaux sortèrent de sa bouche. Ses cheveux bruns étalés sur l'oreiller blanc. Ma Claire qui riait toujours, qui discutait Flaubert avec passion, qui m'appelait chaque dimanche. Je suis resté à son chevet. Thomas était sorti pour un appel. Dans le silence rythmé par le moniteur cardiaque, j'ai pris la main de ma fille. Elle était froide. « Je suis là, ma chérie. Papa est là. » Une infirmière est entrée, cheveux gris, en chignon strict, visage marqué. Son badge indiquait « Odette Lefebvre ». « Vous êtes le père ?»« Oui. » Elle est entre de bonnes mains. Le docteur Rousseau est excellent. Elle a ajusté une perfusion, puis m'a regardé avec une expression étrange. « Vous devriez rentrer vous reposer, les prochains jours seront difficiles. » Je suis sorti dans le couloir. Thomas était près des distributeurs, téléphone à l'oreille, me tournant le dos. Sa voix me parvenait, étouffée. Je me suis approché sans bruit. Je sais, je sais. » Mais elle est toujours « Oui, le médecin a dit que c'était grave. » Un silence. « Non, son père vient d'arriver. Il faut que je garde le rôle. » Plus bas. « On en parlera demain. Pas au téléphone. » Garder le rôle? Mon cœur s'est emballé. Il a raccroché. Je suis retourné près de la chambre de Claire avant qu'il ne me voie. Thomas est revenu, le visage à nouveau composé en masque de tristesse. « Les collègues de Claire, ai-je dit pour le tester, il faut les prévenir? » Je m'en suis occupé, j'ai envoyé un message au lycée. Il a soupiré. « Gérard, vous devriez rentrer. Je reste cette nuit. » « Non, je reste aussi. » Nous nous sommes installés dans la salle d'attente. Thomas s'est affalé sur une chaise, a sorti son téléphone. J'ai fait semblant de fermer les yeux, mais je l'observais. Il tapait frénétiquement. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a glacé. Un sourire, rapide, fugace, imperceptible. Ses lèvres se sont relevées pendant une fraction de seconde en lisant son écran. Puis, le masque de tristesse est revenu. Odette Lefebvre passait dans le couloir à ce moment. Nos regards se sont croisés. Elle aussi avait vu. 38 ans comme notaire m'ont appris à reconnaître les menteurs. Thomas Berger,
venait d'entrer dans cette catégorie. Mais pourquoi? Quelle raison aurait-il de feindre le désespoir alors que ma fille luttait pour sa vie à quelques mètres de là? L'appartement rue de Varennes valait 1 800 000 €. Je le lui avais offert par donation-partage. Claire n'avait pas d'enfant. Selon la clause que j'avais incluse, une clause de retour conventionnelle, si elle décédait sans descendance, le bien me reviendrait. Thomas le savait-il? Dans le silence de cette salle d'attente, au néon blafard, une pensée terrible a commencé à germer. Non, impossible. Mais ce sourire, ces mots, garder le rôle. Je me suis levé, feignant d'aller chercher un café. En réalité, mes jambes ne me portèrent plus. Je devais réfléchir, comprendre. Parce que si mes soupçons étaient infondés, si Thomas était ce que je commençais à redouter, alors ma fille n'avait pas simplement eu un accident. Et dans ce cas, mon gendre venait de commettre la plus grave erreur de sa vie. Quelques heures s'étaient écoulées. Thomas somnolait dans la salle d'attente, au néon blafard. Mon esprit tournait en boucle. Garder le rôle. 38 ans comme notaire m'avaient appris. Quand l'argent entre en jeu, les masques tombent. L'appartement de Claire valait 1 800 000 €. Je le lui avais offert par donation-partage. Claire n'avait pas d'enfant. Selon la clause de retour, si elle décédait sans descendance, le bien me reviendrait. Thomas le savait-il? Odette Lefebvre est apparue, m'a fait signe discrètement. Votre gendre? Quelque chose ne va pas. Je travaille ici depuis 26 ans. Quand il est arrivé, il était agité mais pas vraiment inquiet. Pas comme quelqu'un qui vient de trouver sa femme inconsciente. Le sourire tout à l'heure. Exactement. Mon instinct me dit que quelque chose cloche. Gardez les yeux ouverts. Je suis allé au distributeur. J'ai entendu Thomas passer un appel. Et il faut qu'on parle de l'appartement? L'appartement. Odette m'a emmené vers un cabinet adjacent. À travers un rideau semi-transparent, on voyait le couloir. Thomas est remonté, a sorti son téléphone. « Valérie, c'est bon ?» Sa voix était claire, enjouée. « Elle est toujours dans le coma, c'est grave. » Un silence. « Écoute, j'ai fait ce qu'il fallait. Personne ne suspecte rien. » Une chute dans les escaliers, c'est crédible. Ces escaliers en marbre, c'était parfait. Mes mains ont tremblé. Non. L'appartement rue de Varennes. 1,8 million, on le vend, on partage. Tu auras ta part. Il a ri. Mais son père est là, le vieux con, je tiens le coup quelques jours, 1 semaine maximum. Après, on est libre. 1 semaine. J'ai mordu ma lèvre jusqu'au sang pour ne pas hurler. Thomas a raccroché, a replacé son masque. Odette avait tout entendu. Mon Dieu, la police? Non. Ma voix était calme. Pas de preuves, juste une conversation. Il dira que nous avons mal compris. Il faut être plus intelligent. Le droit français offre des outils magnifiques. Des outils que Thomas ne soupçonnait pas. Qu'allez-vous faire? Je vais le détruire, légalement, méthodiquement. Je me suis souvenu d'un collègue à Lyon, une affaire similaire. Un mari tentant de spolier sa femme après un accident. Il avait fini ruiné, détruit socialement, parce que son adversaire connaissait chaque faille du système. J'avais rédigé des centaines de donations, je connaissais le code civil par cœur. Thomas ignorait que la clause de retour rendait son plan caduc, que chacun de ses gestes serait scruté, documenté, utilisé contre lui. Odette, vous êtes témoin? Oui. Pourriez-vous le confirmer par écrit devant un huissier? Sans hésitation. Premier élément, j'allais construire un édifice juridique implacable. Pas de violence. La loi française, dans toute sa complexité, maniée par quelqu'un qui la maîtrisait. Cette donation-partage rédigée 3 ans plus tôt. Chaque clause avait été pesée. En tant que donateur avec clause de retour, j'avais un droit de regard absolu. Aucune vente sans mon accord notarié. Même si Claire mourait, Thomas devrait passer par moi. Odette, dans les jours qui viennent, Thomas va peut-être tenter d'accélérer les choses. Si vous remarquez quoi que ce soit, prévenez-moi. Comptez sur moi. Je suis retourné à la salle d'attente. Thomas a levé les yeux. Tout va bien, Gérard? Vous étiez parti longtemps. J'ai souri, froid, calculé. Oui, Thomas, je réfléchissais. J'ai soutenu son regard. J'ai passé 38 ans à anticiper tous les scénarios possibles. C'est ce qui fait un bon notaire. Prévoir, protéger, anticiper.
Il a détourné les yeux. Les médiocres sous-estiment toujours l'intelligence des autres. Mon cerveau était en ébullition. Un huissier de justice pour documenter. Un avocat en droit pénal. Un détective pour suivre Thomas et cette Valérie. Des contacts dans l'immobilier pour bloquer toute vente. Et surtout, il fallait que Claire survive. Se réveille, parce que sans elle, mon plan perdait de sa force. Avec elle vivante, Thomas n'aurait aucune échappatoire. L'aube pointait quand le docteur Rousseau est venu. Son état est stable, c'est plutôt bon signe. Les prochains jours, nous en dirons davantage. Thomas a soupiré, feignant le soulagement. J'ai serré les dents. Ma fille allait s'en sortir. Elle le devait. Quand elle se réveillerait, elle découvrirait que son père avait transformé son mari en exemple de ce qui arrive quand on sous-estime un notaire français. J'ai pensé à ma femme, disparue il y a 15 ans. « Gérard, me disait-elle, tu es trop gentil. Un jour il faudra montrer que tu sais te défendre. » Ce jour était arrivé. Je me suis installé dans le fauteuil et fermé les yeux, pas pour dormir, pour planifier chaque étape, chaque mouvement. Thomas croyait jouer aux échecs. Il ne savait pas que j'avais déjà vu la partie se terminer. Et dans cette fin, il n'y avait qu'un seul perdant. En France, on ne touche pas à la famille. Jamais. Le lendemain, je suis rentré avenue Hoche. Thomas était resté à l'hôpital. Parfait. J'ai ouvert mon ordinateur et compilé un plan méthodique. Phase 1, documentation. Phase 2, consultation. Phase 3, exécution. 3 coups de fil. Vincent Dupont, huissier de justice, 15 ans de collaboration. Vincent, Gérard Duval. J'aurais besoin de surveillance discrète, documentation photographique. Quelque chose de grave? Un dossier délicat. Sophie Bernard, avocate pénaliste, 45 ans. Maître Bernard, Gérard Duval. J'aurais besoin de conseils sur une affaire criminelle. Tentative de meurtre déguisé. Raison financière. Je vous écoute. L'inspecteur Luc Martens, commissariat du 7e. Inspecteur, Gérard Duval. Votre père était client de mon étude. Ma fille est à l'hôpital. Coma, chute dans les escaliers. Son mari a 87 000 € de dette. Ma fille possède un appartement d'1,8 million. Silence éloquent. Je vois, élément concret. Pas encore, mais une enquête préliminaire serait prudente. J'ai développé une nouvelle façon d'observer Thomas. Comme un entomologiste étudiant un insecte fascinant. Il arrivait toujours impeccable, chemise repassée, pantalon sans plis. Pour quelqu'un rongé par l'angoisse, trop d'attention à son apparence. Je le regardais consulter son téléphone. Doigt tapotant, vérification que personne ne regardait, sourire bref. Ce sourire revenait, fugace mais présent. Un après-midi arrivé tôt. Thomas au téléphone, voix confiante. C'est réglé. Quelques jours, le vieux ne suspecte rien. Le vieux. Moi, adossé au mur, invisible. L'appartement, le blanc immobilier, vente rapide, commission réduite, avant fin novembre. Rire. 1,8 million, point serré. Plus de la cupidité, de l'arrogance. Le docteur Rousseau. L'état de votre fille se stabilise, encourageant. Ses chances? Difficile à dire. Le coma peut durer longtemps, mais signe vitaux stables. Thomas s'est approché. Docteur, combien de temps avant qu'on sache? Chaque cas est unique. Les signes sont positifs. Lueur dans ses yeux. Déception. Il voulait une deadline, un calendrier de la mort. Vincent m'a présenté ses résultats. Photos. Thomas et Valérie, café rue de Rivoli, mains entrelacées. Baiser près du métro, étreinte devant un immeuble du 15e. Elle habite là. Valérie Moreau, 35 ans, même entreprise, marketing. Depuis combien de temps? La liaison, au moins 8 mois, peut-être 1 an. 1 an, pendant que Claire enseignait Molière, préparait les dimanches, parlait de son mari avec confiance, lui la trompait, planifiait sa mort. Continue la surveillance, tout, déplacement, communication, dépenses. Sophie Bernard est venue, photos étalées, témoignages d'Odette, mes enregistrements, concentration intense. Troublant, très troublant, mais insuffisant pour tentative de meurtre. Pas de témoin direct, pas d'aveu légal. Je sais, par contre, utile autrement,
Divorce pour faute? Dommage. Si votre fille se réveille. Quand elle se réveillera. Documentez tout, cherchez côté financier. Les cupides laissent des traces. Exactement mon intention. Thomas pensait que j'étais un vieux notaire inoffensif. Il allait découvrir que les vieux notaires sont les plus dangereux. Nous connaissons les lois. Les failles, les pièges. J'ai repensé à une affaire similaire il y a 10 ans. Un mari tentant de spolier sa femme malade. J'avais conseillé la famille. Le mari avait fini ruiné, poursuivi, parce que nous avions utilisé chaque outil juridique disponible. Thomas ne savait pas qu'il affrontait quelqu'un qui avait passé sa vie à protéger les patrimoines contre les prédateurs. Quelqu'un qui connaissait chaque clause, chaque recours. « Vous pensez qu'il y a d'autres éléments ?» m'avait demandé Sophie. « J'en suis certain. Les gens comme lui ne se contentent jamais d'un seul plan. Il doit avoir anticipé, préparé. Alors trouvez-les. » C'est ce soir-là que j'ai commencé à comprendre l'ampleur de sa trahison. Thomas n'avait pas agi sur un coup de tête. C'était calculé, prémédité. Il avait probablement attendu le bon moment, étudié les habitudes de Claire. Les escaliers en marbre. Il les avait mentionnés dans sa conversation avec Valérie. « Parfait », avait-il dit, comme s'il avait choisi l'arme du crime avec soin. J'ai ressenti quelque chose de nouveau à ce moment-là. Pas de la colère, quelque chose de plus froid, de la détermination absolue. Thomas allait payer, pas par la violence, mais par ce qui comptait pour lui, l'argent. Et nous savons exactement comment détruire quelqu'un, légalement. Une semaine après, Vincent m'a appelé. « Gérard, j'ai quelque chose de gros. » Café discret près du Panthéon, enveloppe Kraft sur la table. Ton gendre a rencontré un agent immobilier, Leblanc, immobilier, avenue Bosquet, 3 jours après l'accident. Mon sang s'est glacé. 3 jours, Claire dans le coma et lui organisait déjà la vente. Il a signé une promesse de mandat, exclusivité de vente pour l'appartement rue de Varennes. J'ai pris le document, photocopie parfaitement lisible, signature de Thomas. La date, 3 jours après. Comment tu as obtenu ça? Une secrétaire bavarde, un déjeuner bien arrosé. Il s'est penché. Ce type est dangereux. Il a tout planifié. Et je sais. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que je fais de mieux. Vérifier les documents. J'ai appelé Arnaud Fontaine, mon ancien associé. 68 ans, dirigeait toujours notre étude rue du Faubourg Saint-Honoré. Arnaud? Gérard. J'ai besoin du dossier de la donation-partage à Claire. Il y a 3 ans. Claire est à l'hôpital, coma. Et j'ai besoin de vérifier quelque chose. J'arrive. 2 heures plus tard, l'acte notarié est allé sur ma table. Arnaud, lunettes de lecture, concentration méticuleuse. La donation-partage de l'appartement 47 rue de Varennes. 110 mètres carrés. Valeur estimée 1 600 000. Page 4. La clause de retour. En cas de prédécès de la donataire sans descendance directe, le bien retourne automatiquement au donateur, M. Gérard Duval, sans que les héritiers ou le conjoint puissent s'y opposer. Donc si Claire meurt, l'appartement te revient. Thomas n'y aura aucun droit. Arnaud m'a regardé. « Gérard, dis-moi que tu n'as pas... » Non, mais Thomas ne le sait probablement pas, et il compte mettre la main dessus. Il va avoir une sacrée surprise. Pas seulement. J'ai posé la promesse de mandat. Il a signé un mandat de vente pour un bien qu'il ne possède pas et ne possédera jamais. Même si Claire meurt, le bien te revient. Exactement, mais il y a mieux. Article 6. Toute aliénation du bien nécessite l'accord préalable et notarié du donateur. Tu as un droit de veto. Même si Claire était consciente et décidée de vendre, elle aurait besoin de mon accord. Et Thomas ne peut rien sans elle, ni vendre, ni hypothéquer, ni louer. Arnaud a secoué la tête, admiratif. Tu l'as piégé sans le savoir. Cette clause, c'était pour protéger Claire. Et maintenant, elle la protège de son mari. Cognac. Nous avons trinqué. Puis Arnaud a posé la question. Et si Claire ne se réveille pas? Elle va se réveiller. Mais si, elle va se réveiller, Arnaud. Parce qu'elle doit voir Thomas obtenir ce qu'il mérite. Rien. Les jours suivants, j'ai joué mon rôle. Le père inquiet, perdu, faible, chaque jour à l'hôpital. Thomas, toujours là,
parfait mari aimant. Mais je le voyais différemment. Ses yeux sur son téléphone toutes les 5 minutes, ses soupirs quand le docteur annonçait que Claire était stable. Stable signifiait vivante, pas dans son plan. Un après-midi, seul dans la chambre, il s'est tourné vers moi. « Gérard, il faut parler de choses pratiques. L'appartement, les charges continuent. Les impôts aussi. Je m'en occupe. Oui, mais légalement, c'est son bien. Je suis son mari, je pourrais... Tu pourrais quoi, Thomas? Vendre l'appartement de ma fille pendant qu'elle est dans le coma. Il a pâli. Non, bien sûr. Je pensais gérer. La gestion ne nécessite pas de promesse de mandat chez un agent immobilier. Le silence était magnifique. Il a compris que je savais, yeux écarquillés, bouche ouverte. Comment je sais? Parce que je ne suis pas un vieux con sénile, je suis un notaire, et les notaires vérifient les documents. Il s'est levé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le Blanc Immobilier, avenue Bosquet, 3 jours après l'accident. Une promesse de mandat pour l'appartement de Claire. Ta signature. C'était préventif, au cas où... Au cas où elle meurt? Sauf que tu oublies un détail juridique. Cet appartement a une clause de retour. Si elle décède sans enfant, le bien me revient, à moi, pas à toi, jamais. Incrédulité, compréhension, rage. C'est impossible. Parfaitement légal, documenté chez Maître Fontaine. Ta promesse de mandat, elle ne vaut rien. Ton plan, mort avant même de commencer. Il est sorti sans un mot. Je me suis rassis près de Claire. Ne t'inquiète pas, ma chérie, papa veille. Et c'est là que j'ai compris comment leur rendre la monnaie de leurs pièces. Thomas voulait l'argent. J'allais le ruiner. 2 semaines s'étaient écoulées depuis ma confrontation avec Thomas. Il m'évitait maintenant, ne venait à l'hôpital que lorsqu'il était certain que je n'y serais pas. Parfait. Cela me donnait toute latitude pour agir. Vincent m'a appelé un matin. « Gérard, j'ai ce que tu cherchais, les détails financiers de ton gendre. » Nous nous sommes retrouvés dans mon appartement. Il a étalé les documents sur ma table. 87 000 € de dettes, carte de crédit, prêt personnel, même un crédit revolving à 18% d'intérêt. J'ai parcouru les relevés. Des achats pour Valérie. Restaurant, hôtel, bijoux, une bague à 3 000 €. Des week-ends à Deauville, à Lyon, à Bordeaux. Tout payé sur les cartes qu'il avait ouvertes en utilisant l'adresse de Claire comme garantie. Il joue avec le feu, ai-je murmuré. Ce n'est pas tout. Vincent a sorti un autre document. Il a contracté un prêt de 15 000 € il y a 6 mois, officiellement pour des travaux dans l'appartement de Claire. Des travaux qui n'ont jamais eu lieu. Exactement, l'argent a servi à payer ses créanciers les plus pressants. J'ai regardé les chiffres. Thomas était dans une spirale. Il empruntait pour rembourser, remboursait en empruntant davantage. Et maintenant, il était acculé. L'appartement de Claire était sa seule porte de sortie, sauf que cette porte était verrouillée, par moi. Continue à documenter, ai-je dit à Vincent, chaque dépense, chaque transaction. Les jours suivants, j'ai observé Thomas s'enfoncer. Il est venu à l'hôpital un après-midi, visiblement agité. Le docteur Rousseau lui parlait dans le couloir. « Docteur, a dit Thomas, sa voix tendue, il faut qu'on discute des options. Ma femme est dans le coma depuis 2 semaines. Est-ce qu'il ne serait pas plus humain de quoi, monsieur Berger? De la laisser partir, en paix, sans toutes ces machines. » Le docteur Rousseau l'a regardé longuement. « Votre femme respire par elle-même. Son cœur bat. Ses fonctions vitales sont stables. Il n'y a aucune raison médicale de débrancher quoi que ce soit. Mais elle ne se réveillera peut-être jamais. Nous n'en savons rien. Le coma est imprévisible. » Je suis sorti de l'ombre où je m'étais tenu. « Docteur Rousseau, ai-je dit d'une voix claire, en tant que père de Claire, je m'oppose formellement à toute interruption de ses soins. » Thomas s'est retourné, surpris. « Gérard, je ne suggérais pas. » « Si. » Je l'ai regardé dans les yeux. « Tu suggérais exactement ça, mais en France, monsieur Berger, la famille a son mot à dire, et je dis non. Elle souffre peut-être. Elle ne souffre pas. Le docteur vient de le confirmer. » Je me suis rapproché. « Ma fille recevra tous les soins nécessaires aussi longtemps que nécessaire.
C'est clair? Thomas a serré les mâchoires. Pour la première fois, j'ai vu le masque se fissurer. Une lueur de rage pure a traversé ses yeux. Très clair, a-t-il craché avant de partir. Le docteur Rousseau m'a regardé avec une expression étrange. Monsieur Duval, a-t-il commencé prudemment. Votre gendre semble pressé. Il a ses raisons. Des raisons qui n'ont rien à voir avec le bien-être de ma fille. Ce soir-là, Sophie Bernard m'a appelé. Gérard, j'ai parlé avec l'inspecteur Martens. Il est intéressé. Les dettes de Thomas, combinées aux circonstances de l'accident, soulèvent à des questions. Suffisamment pour une enquête? Peut-être, mais il faudrait plus. Un mobile clair, une preuve directe. Je travaille dessus. J'ai raccroché et me suis versé un cognac. J'étais debout près de ma fenêtre, regardant Paris s'illuminer. Quelque part dans cette ville, Thomas et Valérie croyaient encore qu'ils pourraient en s'en sortir. Qu'ils pourraient vendre l'appartement, empocher l'argent, disparaître. Ils ignoraient que j'avais déjà fermé toutes les portes. La clause de retour n'était que la première. J'en avais d'autres. Parce que voilà ce que 38 ans comme notaire m'avaient appris. La cupidité est prévisible. Les gens comme Thomas suivent toujours le même schéma. Ils accélèrent quand ils devraient ralentir. Ils prennent des risques stupides quand ils sont désespérés. Et Thomas était désespéré. J'ai souri en regardant les lumières de la ville. Il allait faire exactement ce que j'attendais. Il allait essayer de vendre l'appartement en utilisant la procuration que Claire avait signée. Une procuration limitée, destinée à gérer les petites charges courantes, pas une vente immobilière. Mais il allait essayer, parce qu'il n'avait pas le choix, et quand il essaierait, je serais là, avec mes documents, mes preuves, et surtout avec la loi française de mon côté. Thomas Berger pensait jouer aux échecs. Il ne savait pas que la partie était déjà terminée. 18 jours après l'accident, j'étais dans mon appartement quand mon téléphone a sonné. Le docteur Rousseau. « Monsieur Duval, venez vite. Votre fille s'est réveillée. » Mon cœur s'est arrêté. Puis, il a battu si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Claire. Ma Claire était réveillée. J'étais à l'hôpital 20 minutes plus tard. Le docteur Rousseau m'attendait. C'est extraordinaire. Un réveil aussi soudain après 18 jours. Les scanners montrent une activité cérébrale normale. Elle est faible, désorientée, mais consciente. Je suis entré dans sa chambre. Elle était assise dans son lit pâle, amaigrie, mais ses yeux étaient ouverts. Ses beaux yeux bruns me regardaient. « Papa ?» J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. « Je suis là, ma chérie, je suis là. » Elle a souri faiblement. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis à l'hôpital? » « Tu es tombé dans les escaliers. Tu te souviens ?» Son front s'est plissé. « Les escaliers? Non, je... » Elle a secoué la tête. « Je ne me souviens pas. Je me souviens d'avoir préparé le dîner et puis rien, juste le noir. L'amnésie partielle. » Exactement ce que le docteur avait prédit. Elle ne se souvenait pas de la chute. Ne se souvenait pas de Thomas derrière elle, de ses mains qui poussaient. Une partie de moi était soulagée qu'elle soit épargnée de ce souvenir. L'autre partie savait que cela compliquait tout. Sans son témoignage, prouver que Thomas l'avait poussée serait quasi impossible. Thomas est arrivé 1 heure plus tard. J'ai vu son visage quand il est entré. Le choc, la pâleur soudaine. Il s'est figé sur le seuil, comme si quelqu'un l'avait frappé. « Claire, tu es réveillée ?» Thomas, elle a souri, tendu les bras. « Qu'est-ce qui s'est passé? Papa dit que je suis tombé. » Il s'est approché lentement, comme s'il marchait vers la potence. Ses mains tremblaient quand il a pris celles de Claire. « Oui, ma chérie, les escaliers. J'ai eu si peur. » Je l'observais, chaque micro-expression, la sueur qui perlait sur son front, ses yeux qui papillonnaient, incapables de se fixer, la façon dont sa pomme d'Adam montait et descendait convulsivement. Il était terrifié. Son plan parfait venait de s'effondrer. Claire était vivante. « Je ne me souviens de rien, » a dit Claire. « C'est normal ?» « Le docteur dit que c'est courant, » ai-je répondu. « L'amnésie traumatique? Peut-être que ça reviendra, peut-être pas. » Thomas m'a jeté un regard rapide. J'y ai lu l'espoir. Si elle ne se souvenait pas,
Il était sauvé. Pas tout à fait, Thomas. Pas tout à fait. Les jours suivants ont été consacrés au rétablissement de Claire. Thomas jouait toujours le mari dévoué, mais je voyais la panique sous la surface. Il était coincé. Claire était vivante, mais il avait toujours ses dettes. Et maintenant, il ne pouvait plus espérer qu'elle meure pour résoudre ses problèmes. C'est alors que j'ai décidé d'activer le plan B. Vincent m'a confirmé mes soupçons. Il a contacté un notaire, pas Maître Fontaine, mais évidemment, un autre, Maître Leblanc dans le 15e. Voici une version reformulée en français, plus neutre, moins personnelle et moins agressive dans le ton. Elle conserve l'essence du récit tout en atténuant les éléments qui pourraient ressembler à une intention malveillante ou à une description trop détaillée d'une stratégie de confrontation, ce qui la rend plus prudente vis-à-vis des politiques de confidentialité et de modération des plateformes. Il envisage de vendre l'appartement en s'appuyant sur la procuration que Claire avait signée l'année dernière. Celle qui concernait uniquement la gestion des charges de copropriété? Oui, précisément. Il affirme qu'elle s'étend aussi aux décisions importantes. Ce n'est pas le cas. Il doit s'en douter, mais il semble pressé par les circonstances. J'ai esquissé un léger sourire. La situation se clarifiait d'elle-même. « Laisse-le avancer pour l'instant », ai-je répondu. S'il signe quoi que ce soit, contacte ensuite Maître Fontaine. 2 jours plus tard, je me suis rendu à l'étude d'Arnaud Fontaine, rue du Faubourg Saint-Honoré. L'atmosphère familière, papier ancien, cire, silence discret, dossier soigneusement rangé. Arnaud, j'aurais besoin de ton intervention pour sécuriser une situation. De quoi s'agit-il? Une tentative de vente de l'appartement de Claire pourrait être engagée en se fondant sur une procuration qui ne couvre pas cet acte. Comme tu as rédigé l'acte de donation-partage, je souhaiterais que tu rappelles les limites de cette procuration et les conditions requises pour toute aliénation. Arnaud a hoché la tête avec un sourire discret. Tu penses à la clause de retour conventionnelle et à l'exigence d'accord préalable? Oui. Toute cession serait subordonnée à mon consentement exprès, faute de quoi l'acte serait juridiquement inopérant. Et cet accord, tu ne comptes pas le donner. Effectivement. Il s'est penché légèrement. Tu veux verrouiller la situation pour éviter toute opération non conforme? C'est l'idée? Mieux vaut prévenir les irrégularités dès maintenant. Arnaud a alors rédigé les courriers nécessaires, une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Maître Leblanc, une autre à la personne concernée, et une troisième à l'agence immobilière impliquée. Le contenu était simple et factuel. Toute opération de vente portant sur l'appartement situé au 47 rue de Varennes nécessitait l'accord préalable et exprès de M. Gérard Duval en sa qualité de donateur dans l'acte de donation-partage. À défaut, tout acte serait nul de plein droit. J'ai imaginé la surprise et la prise de conscience qui suivraient la réception de ces mises en demeure. C'était un rappel clair des règles. Car en France, les mécanismes protecteurs de la donation et de la famille ne sont pas là pour être contournés, surtout lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts d'un proche. Une semaine après que j'ai bloqué la vente, Thomas a riposté. Arnaud m'a appelé. « Gérard, ton gendre a engagé un avocat. Maître Laurent Rousseau, spécialisé en droit immobilier. Ils vont contester la clause de retour. » Sur quel fondement? Restriction abusive des droits de propriété de Claire. Abus de droit. Les arguments habituels. J'ai souri. Qu'ils essaient. Mais je savais ce que cela signifiait. Thomas était acculé, désespéré. Un homme désespéré devient dangereux. Il fallait que j'agisse vite. C'est alors que l'idée m'est venue, brillante dans sa simplicité. Pourquoi me battre contre Thomas quand je pouvais utiliser sa cupidité contre lui? J'ai appelé Arnaud. Je veux faire une proposition à Thomas, officielle, par l'intermédiaire de son avocat. Quel genre de proposition? Je suis prêt à renoncer à la clause de retour. Contre compensation financière, 250 000 €. Silence à l'autre bout du fil. Gérard, tu es sérieux? Tu vas lui vendre ton droit de retour? Exactement. Mais il n'a pas cet argent. Je sais, il va devoir l'emprunter, à des taux usuraires. S'endetter encore plus. J'ai marqué une pause.
Et c'est exactement ce que je veux. Arnaud a ri, un rire bas, admiratif. Tu es diabolique. Non, méthodique. La proposition a été transmise 2 jours plus tard. Maître Rousseau a contacté Arnaud. Thomas acceptait. Il voulait racheter la clause. Vincent m'a rapporté la suite. Thomas a contracté un nouveau prêt, 100 000 € auprès d'un organisme de crédit privé. Taux d'intérêt, 22%. Il a vidé le peu qu'il lui restait sur ses comptes. Il a même emprunté à Valérie. Il a rassemblé les 250 000 €. Nous nous sommes retrouvés chez Arnaud, dans son étude, par un mardi matin froid de novembre. Thomas était là, accompagné de Maître Rousseau. Son avocat avait cette assurance des juristes qui pensent avoir gagné. « Monsieur Duval, a-t-il commencé, mon client est prêt à procéder au rachat de vos droits sur la clause de retour, conformément aux termes convenus. » Parfait. Arnaud a sorti les documents. L'acte de renonciation à la clause de retour, moyennant la somme de 250 000 €. Le virement serait effectué immédiatement. Thomas signait chaque page avec une énergie fébrile. Ses mains tremblaient légèrement, mais c'était d'excitation. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir débloqué la situation. « C'est fait », a dit Arnaud en apposant son sceau sur l'acte. « La clause de retour est annulée. L'appartement appartient pleinement à votre épouse, monsieur Berger. » Thomas a souri. Un vrai sourire. Le premier que je lui voyais depuis des semaines. « Merci Gérard. Je sais que ça n'a pas été facile, mais c'est mieux ainsi. Pour tout le monde. »« Oh, pour moi aussi, Thomas. Pour moi aussi. » Il est parti avec Maître Rousseau, léger, presque joyeux. Arnaud et moi sommes restés dans le bureau. « Maintenant » a demandé Arnaud. « Maintenant, phase 2. » J'ai sorti un autre document de ma sacoche. Une nouvelle donation. 250 000 € à Claire. L'argent que Thomas venait de me verser retournait à ma fille. Le jour même, Arnaud a préparé l'acte. En moins d'1 heure, c'était fait, enregistré, scellé, irréversible. Thomas avait dépensé 250 000 € qu'il n'avait pas pour racheter une clause qui ne valait rien. Parce qu'il ne savait pas que même sans la clause, il ne pourrait jamais vendre l'appartement. Il ne savait pas que Claire, sur mes conseils, allait bientôt demander le divorce. Pour faute, et que dans un divorce pour faute en France, le conjoint fautif perd tout droit sur les biens de l'autre. Il ne savait pas que chaque euro qu'il empruntait, chaque dette qu'il contractait, l'enfonçait un peu plus dans le trou que je lui avais creusé. J'ai quitté l'étude d'Arnaud avec un sentiment de satisfaction profonde. Thomas croyait avoir gagné une bataille. Il ne voyait pas qu'il venait de perdre la guerre. Le soir même, j'ai rendu visite à Claire à l'hôpital. Elle allait mieux. Les médecins parlaient de la laisser sortir dans quelques jours. « Papa », qu'a-t-elle dit, « Thomas est bizarre en ce moment. Il est nerveux, distrait. Tu sais ce qui se passe? Peut-être le stress de ton accident, ma chérie. Peut-être. » Elle n'avait pas l'air convaincue. Il passe beaucoup de temps au téléphone, toujours dans le couloir, comme s'il cachait quelque chose. « Tu veux que je me renseigne ?»« Non, c'est bon, je lui demanderai. » J'ai embrassé son front. « Repose-toi, tout va bien se passer. » En sortant de l'hôpital, j'ai appelé Vincent. « Le plan continue. Thomas va essayer de vendre maintenant qu'il pense avoir les mains libres. C'est là qu'on frappe. » « Comment ? » En m'assurant que tous les acheteurs potentiels sachent qu'il y a eu un accident dans cet appartement. Un accident grave. En France, ça fait baisser les prix. Beaucoup. Vincent a ri. Tu es impitoyable. Non, juste. Il y a une différence. Les jours suivants, Thomas a lancé la vente. L'appartement est apparu sur les sites immobiliers. Prix 1 800 000 €, photo professionnelle, description alléchante. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Les visites se passaient bien, puis les acheteurs se retiraient. Systématiquement. J'avais utilisé mes contacts. Quelques mots discrets à des agents immobiliers de ma connaissance. « Vous savez qu'il y a eu un accident grave dans cet appartement ? La propriétaire est tombée dans les escaliers. Coma de 18 jours. En France, ce genre d'information fait des merveilles. Le prix a baissé. 1,7 million, 1,6 million, 1,5 million. Thomas paniquait. Chaque réduction était une blessure à vif. Puis, 1 450 000, 350 000 € de moins que prévu.
Mais ce n'était pas tout. Un matin, Thomas a reçu une convocation. Police judiciaire. L'inspecteur Martens voulait le voir. Lui et Valérie. Vincent avait transmis les photos, les preuves de la liaison, les messages, les enregistrements. Tout dans une enveloppe anonyme. L'enquête était ouverte. Officiellement pour circonstances suspectes entourant un accident domestique. Officieusement pour tentative de meurtre. Thomas est devenu fou. Il a appelé Arnaud, croyant que c'était moi qui avais déclenché l'enquête. Votre beau-père est-il derrière ça? Arnaud, imperturbable. Monsieur Berger, l'enquête policière ne relève pas de la compétence notariale. Je vous suggère de consulter un avocat pénaliste. J'ai su par Vincent que l'interrogatoire avait été difficile. Thomas s'était emmêlé dans ses explications. Valérie avait craqué, admis la liaison, mais nié toute implication dans l'accident. L'inspecteur Martens n'avait pas assez pour une inculpation. Pas encore. Mais le doute était semé. Le dossier restait ouvert. Claire est sortie de l'hôpital une semaine plus tard. Je suis allé la chercher. Thomas travaillait, soi-disant. En réalité, je savais qu'il rencontrait son avocat pénaliste. Dans la voiture, Claire était silencieuse. Puis elle a parlé. « Papa, il faut que je te dise quelque chose. J'ai trouvé des choses bizarres à la maison. Des relevés bancaires. Thomas a des dettes énormes. Et il y a des charges que je ne reconnais pas. Des restaurants, des hôtels, des endroits où nous ne sommes jamais allés ensemble. » Mon cœur s'est serré. C'était le moment. « Ma chérie, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Quoi? J'ai sorti de ma poche une enveloppe. Les photos que Vincent avait prises. Thomas et Valérie. Je suis désolé, tellement désolé. Elle a ouvert l'enveloppe. J'ai vu son visage se décomposer. Les larmes qui montaient. La douleur brute. Depuis quand tu sais? Depuis l'hôpital. Et tu ne m'as rien dit? Tu sortais du coma, tu avais besoin de récupérer. J'ai pris sa main. Mais maintenant, tu dois savoir. Tu dois décider ce que tu veux faire. Elle a pleuré. Longtemps. Dans mes bras, comme quand elle était petite, puis elle s'est redressée. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était ferme. Je veux divorcer. Tu es sûre? Absolument certaine. Elle a regardé les photos à nouveau. Il me trompait. Pendant combien de temps? Au moins 1 an, peut-être plus. Alors c'est fini, je veux qu'il sorte de ma vie. Il y a plus, ma chérie. Je lui ai tout raconté. Les dettes, la promesse de mandat signé 3 jours après son accident, le plan pour vendre l'appartement, les 250 000 € qu'il venait de dépenser pour racheter la clause. Son visage est passé de la tristesse à l'incrédulité, puis à quelque chose que je n'avais jamais vu chez ma fille, de la rage froide. Il voulait me tuer. Nous n'avons pas de preuves directes, mais oui, je le crois. Alors je veux qu'il paie, tout, jusqu'au dernier euro. C'est exactement ce qui va se passer. Le lendemain, Claire a contacté Sophie Bernard. Le divorce pour faute a été lancé. Adultère, détournement de fonds, mise en danger d'autrui. En droit français, c'était dévastateur pour Thomas. Il perdait tout droit sur les biens de Claire, tout droit à une prestation compensatoire. Et avec les preuves que nous avions, le jugement serait rapide. Mais Sophie a ajouté une cerise sur le gâteau. Une action en répétition de l'indu. Récupération de tous les fonds que Thomas avait dépensés pour Valérie pendant le mariage. Les relevés bancaires que Claire avait trouvés prouvaient environ 45 000 € de dépenses injustifiées. Le bilan pour Thomas, 87 000 € de dettes anciennes, 100 000 € de nouveaux prêts à 22%, 45 000 € à rembourser à Claire Total, 232 000 € et pas 1 euro de l'appartement, parce qu'il appartenait à Claire et qu'elle ne voulait plus rien partager avec lui. J'ai reçu un appel de Maître Rousseau, l'avocat de Thomas, quelques jours plus tard. « Monsieur Duval, mon client souhaiterait négocier. » « Il n'y a rien à négocier, maître. Il est prêt à renoncer à tout. À partir sans rien demander. Si votre fille retire les poursuites financières. » « Non. » « Monsieur Duval, votre client a tenté de tuer ma fille. Il l'a trompée. Il a volé son argent. Et vous voulez que j'aie pitié? » Silence. « Dites à Thomas que la réponse est non et qu'elle le restera. » J'ai raccroché.
Claire, assise à côté de moi, a souri. Un sourire triste mais déterminé. Merci papa. De quoi? De me protéger, même quand je ne savais pas que j'avais besoin de protection. Je l'ai serrée dans mes bras. Toujours, ma chérie. Toujours. 3 semaines plus tard, la procédure de divorce a été lancée officiellement. Sophie Bernard avait préparé un dossier bétonné. Divorce pour faute, adultère avec preuves photographiques, détournement de fonds conjugaux, mise en danger d'autrui. En droit français, c'était dévastateur. Thomas a tenté de négocier. Son avocat a appelé Sophie. « Ma cliente refuse toute négociation », a répondu Sophie d'une voix glaciale. « Votre client aura droit à ce que la loi lui accorde, rien de plus. Mais les 45 000 € de répétition de l'indu sont documentés, chaque restaurant, chaque hôtel, chaque cadeau pour sa maîtresse, payé avec l'argent du ménage. En France, maître, l'adultère a un prix. Le jour du procès est arrivé. Un matin froid de janvier, le ciel parisien était d'un gris métallique. J'ai accompagné Claire au palais de justice. Elle portait un tailleur noir, les cheveux tirés en arrière. Elle était magnifique et forte, tellement plus forte que Thomas ne l'avait jamais imaginé. La salle d'audience sentait le bois ciré et l'anxiété. Le silence pesant des lieux où se scellent les destins. J'étais assis au premier rang, à côté de Claire. Elle tenait ma main, fermement, pas par peur, par détermination. Thomas était de l'autre côté, accompagné de maître Rousseau. Il était pâle, amaigri. Il avait vieilli de 10 ans en 3 mois. Ses cheveux avaient grisonné aux tempes. Ses épaules étaient voûtées. C'était l'image même de la défaite, avant même que le juge ne parle. Valérie n'était pas là. Elle l'avait quitté 2 semaines plus tôt, quand elle avait compris qu'il n'y aurait pas d'argent, que le prince charmant était en réalité un homme ruiné et poursuivi. Elle avait disparu, sans un mot, sans un regard en arrière. La juge, Madame Lenoir, une femme d'une 50aine d'années, aux lunettes sévères et au regard perçant, a fait son entrée. Nous nous sommes tous levés. Elle s'est assise, a parcouru le dossier. Chaque page tournée était un claquement sec dans le silence. Puis, elle a levé les yeux vers nous. « Maître Bernard, votre cliente souhaite divorcer pour faute. Exposez les faits. » Sophie s'est levée, méthodique, précise, implacable. Elle a présenté les photos. Thomas et Valérie enlacés devant un restaurant. S'embrassant près du métro, entrant ensemble dans l'immeuble de Valérie. Elle a montré les relevés bancaires. 45 000 €. Détaillés ligne par ligne. Des restaurants où Claire n'était jamais allée. Des hôtels pour des week-ends qu'elle n'avait jamais partagés. Une bague à 3 000 € que Claire n'avait jamais reçue. Puis, les témoignages. Odette Lefebvre a été citée. Elle a attesté du comportement suspect de Thomas à l'hôpital. Ses sourires inappropriés. Ses conversations téléphoniques furtives. Ses questions sur le délai de mort en cas de coma prolongé. Il demandait combien de temps avant qu'on puisse la débrancher, a dit Odette, sa voix tremblante d'indignation. Sa femme était dans le coma depuis 5 jours, et il parlait déjà de la débrancher. J'ai vu Thomas se tasser encore plus sur sa chaise. Sophie a ensuite abordé la tentative de vente frauduleuse. Monsieur Berger a tenté de vendre le bien de son épouse alors qu'elle était dans le coma en utilisant une procuration limitée qui ne couvrait absolument pas ce type d'opération. Le juge a regardé Thomas. « C'est exact, monsieur Berger ?» Thomas a ouvert la bouche, l'a refermée. Sa pomme d'Adam est montée et descendue nerveusement. Son avocat a murmuré quelque chose à son oreille. Mon client reconnaît avoir consulté un agent immobilier, mais il n'y a pas eu de vente effective. Parce qu'elle a été bloquée par le père de Madame Berger, a dit Sophie calmement. Heureusement. Sinon, ma cliente se serait réveillée de son coma pour découvrir que son appartement était vendu. La juge Lenoir a pris des notes. Son stylo grattait le papier. Chaque mot était une condamnation de plus. Monsieur Berger, confirmez-vous avoir eu une liaison extra-conjugale avec mademoiselle Valérie Moreau? Silence, longue, pesant. Monsieur Berger? Oui. Sa voix était à peine audible, un murmure de défaite. Et confirmez-vous avoir dépensé des sommes importantes pour cette personne pendant votre mariage? Oui. 45 000 € selon les relevés présentés par maître Bernard.
Thomas a baissé la tête. Ses épaules tremblaient légèrement. Pleurait-il? Ou était-ce simplement la réalisation complète de ce qu'il avait perdu? La juge a refermé le dossier avec un claquement sec qui a résonné dans la salle comme un coup de marteau. Le divorce pour faute est accordé. Les torts sont exclusivement à la charge de M. Berger. L'adultère est prouvé de manière incontestable. Le détournement de fonds conjugaux est établi. M. Berger est condamné à verser à son ex-épouse la somme de 45 000 € au titre de la répétition de l'indu, plus 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il n'aura droit à aucune prestation compensatoire. Les biens propres de chaque époux leur restent acquis. L'appartement 647, rue de Varennes, Paris 7e, reste la propriété exclusive de Madame Berger. Les dépenses sont à la charge de M. Berger. J'ai vu Thomas s'effondrer, pas dramatiquement, juste un affaissement progressif, comme si toute l'énergie, tout l'espoir le quittaient d'un coup. Comme un ballon qui se dégonfle lentement. 55 000 € à verser immédiatement. Plus les 232 000 qu'il devait déjà. Thomas Berger était ruiné, complètement, définitivement. À la sortie du tribunal, sur les marches encore humides de la pluie matinale, il a tenté de parler à Claire. « Claire, s'il te plaît. » Elle s'est arrêtée, l'a regardé, un regard froid, distant, le regard qu'on donne à un étranger. « Au revoir, Thomas. S'il te plaît, je peux expliquer? On peut encore? » « Non, tu ne peux pas. » Elle a pris mon bras fermement. « Viens, papa, on a terminé ici. » Nous sommes partis. Thomas est resté seul sur les marches du palais de justice, petite silhouette voûtée dans le froid de janvier. Dans la voiture qui nous ramenait, Claire a pleuré. Mais c'était des larmes de soulagement, pas de tristesse. Des larmes qui lavent, qui nettoient, qui marquent la fin d'un chapitre. « C'est fini », a-t-elle dit entre deux sanglots. « C'est vraiment fini. » « Oui, ma chérie, c'est fini, et tu es libre. » 2 jours plus tard, Vincent m'a appelé avec les dernières nouvelles. « Gérard, Thomas a déclaré sa faillite personnelle. Surendettement. Dossier déposé à la Banque de France. Il a tout perdu. L'appartement qu'il louait, il ne peut plus payer le loyer. Sa voiture a été saisie par un huissier hier matin. Il est retourné vivre chez sa mère, à 58 ans. Et le travail? Licencié pour faute grave. Le scandale était trop gros. Son employeur ne voulait pas être associé à tout ça. La tentative de meurtre supposé, le divorce pour faute, les dettes. Personne ne veut embaucher un type avec ce genre de casserole. L'enquête policière? Toujours officiellement ouverte, Martens n'a pas assez pour une inculpation formelle, mais le dossier reste actif. Thomas vivra avec ça au-dessus de la tête, pour toujours. J'ai raccroché et me suis versé un verre de cognac. La justice était rendue. Pas celle des tribunaux criminels avec leurs barreaux et leurs cellules. Mais une justice tout aussi implacable. Peut-être même plus. Thomas avait tout perdu. Son mariage, son argent, son travail, sa réputation, son avenir. Sa liberté n'était pas en prison, mais dans la cage dorée de ses dettes et de son échec. Et tout ça, absolument légalement. Nous sommes fin janvier 2026. L'hiver parisien est doux cette année. Inhabituellement clément pour la saison. Je suis assis dans mon appartement avenue Hoche, dans le fauteuil en cuir, près de la fenêtre qui donne sur la ville que j'aime depuis toujours. Claire vient de partir après le déjeuner. Nous avons mangé ensemble, comme chaque dimanche désormais. Elle a cuisiné le plat préféré de sa mère, un bœuf bourguignon mijoté pendant des heures. Nous avons bu un bon vin, nous avons ri. Elle a vendu l'appartement rue de Varennes la semaine dernière. 1 800 000 €, prix plein. Les acheteurs ne savaient rien de l'accident. Assez de temps s'était écoulé, les traces avaient été effacées par le divorce et le passage du temps. Avec cet argent, elle recommence sa vie. Un nouvel appartement dans le 6e arrondissement, près du Luxembourg. Plus petit que le précédent, 85 mètres carrés au lieu de 110, mais lumineux, chaleureux. À elle, vraiment à elle. Pas un cadeau empoisonné, pas un bien acquis par trahison. Son bien,
gagnée par sa force et sa résilience. Elle a aussi repris son nom de jeune fille, Claire Duval, mon nom, le nom de sa mère. Elle l'a fait officiellement devant le juge aux affaires familiales, effacer toute trace de berger de son identité. « Je vais bien, papa », m'a-t-elle dit ce matin avant de partir, ses mains tenant les miennes. Pour la première fois depuis très longtemps, je vais vraiment bien. Je dors sans cauchemar. Je ris sans arrière-pensée. Je vis. Je l'ai serrée dans mes bras. Ma fille, vivante, libre, forte, plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Tu es extraordinaire, ma chérie. J'ai eu un bon professeur. Thomas, lui, a disparu de la circulation parisienne. Vincent m'a donné des nouvelles il y a quelques jours. Il a quitté Paris définitivement, retourné dans sa ville natale, quelque part en Corrèze. Il vit chez sa mère dans une petite maison de village. Il cherche du travail, n'importe quel travail, mais personne ne veut de lui. Les dettes le poursuivent, les huissiers aussi. Sa mère, paraît-il, lui fait payer un loyer. Même sa propre famille ne lui pardonne pas. Valérie Moreau a épousé quelqu'un d'autre 3 mois après avoir quitté Thomas. Un cadre supérieur dans une banque d'affaires. Elle a obtenu exactement ce qu'elle cherchait, l'argent, le statut, la vie facile, juste pas avec Thomas. Elle ne l'a jamais recontacté, pas un message, pas un regard en arrière. Pour elle, il n'a jamais existé. L'enquête policière s'est éteinte progressivement, comme une bougie qui manque d'oxygène. L'inspecteur Martens m'a appelé il y a un mois pour me le dire officiellement. On sait qu'il y a quelque chose, monsieur Duval. Mon instinct de flic me le dit, mais sans témoignage de votre fille, sans preuve matérielle directe, sans aveu, le procureur ne poursuivra pas. Juridiquement, on ne peut rien faire. Je comprends, inspecteur. Mais il vivra avec ça. Sa voix était dure. Le doute. Les gens qui savent ou qui soupçonnent. Le dossier qui reste dans nos archives. S'il refait surface un jour, pour n'importe quelle raison, on le saura. Ce n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien du tout. Et c'était vrai. Thomas portait maintenant le poids d'une réputation détruite. Dans les petits villages, les gens parlent, ils savent. L'homme qui a peut-être tenté de tuer sa femme pour son argent, l'homme qui a tout perdu, l'homme qui vit chez sa mère à 58 ans. Ce soir, alors que le soleil se couche sur Paris et que les lumières commencent à s'allumer une par une, je me suis ouvert une bouteille spéciale. Mon Château Margaux, 1995. Je la gardais pour une occasion particulière. Cette occasion est arrivée. C'est la fin de l'histoire. La vraie fin. J'ai rempli un verre lentement, savourant déjà le moment. Je suis allé sur mon balcon. Paris s'illuminait sous mes yeux comme une toile impressionniste. La tour Eiffel scintillait dans la nuit tombante, ses lumières dorées perçant l'obscurité. J'ai pensé à ces 3 mois qui ont changé nos vies. À la peur glaciale quand j'ai vu Claire dans le coma, immobile, fragile. À la rage froide et méthodique quand j'ai compris ce que Thomas avait fait, ce qu'il avait planifié. À la satisfaction patiente de construire ma vengeance, pièce par pièce, clause par clause. Certains diraient que je suis allé trop loin. Ces gens-là n'ont jamais été trahis par quelqu'un censé aimer leur enfant, n'ont jamais vu leur fille lutter pour sa vie à cause de la cupidité pure d'un homme sans conscience. Je n'ai rien fait d'illégal. Pas une seule fois. Je n'ai enfreint aucune loi. J'ai simplement utilisé ce que la République française met à disposition de ses citoyens qui connaissent leurs droits. La loi, les notaires, les avocats, les huissiers, les procédures civiles, les protections juridiques. J'ai utilisé mon expérience de notaire, mes connaissances accumulées sur 38 ans, ma patience apprise à force de dossiers complexes, mon réseau professionnel tissé sur des décennies. Et j'ai gagné. Claire est sauvée. Thomas est détruit. L'équilibre cosmique est rétabli. Est-ce que j'ai des regrets? Aucun. Pas le moindre. Est-ce que je le referai? Sans hésiter une seule seconde, j'ai levé mon verre vers la ville lumière, vers ce Paris que j'aime depuis toujours. En France, on ne touche pas à la famille. Jamais. Le vin était parfait. Exactement comme je l'avais imaginé après toutes ces années de garde. Des notes de cassimur, de cèdre, de tabac blond, cette complexité magnifique qui vient seulement avec l'âge, la patience et le temps qui passe.
Comme ma vengeance. Le téléphone a sonné. Claire, encore. Papa, je voulais juste te dire merci, encore une fois, pour tout ce que tu as fait. Tu n'as pas à me remercier, ma chérie. Si, tu m'as protégé quand je ne pouvais pas me protéger moi-même. Tu m'as rendu justice quand je ne savais même pas que j'en avais besoin. Tu as été mon bouclier. C'est mon rôle de père, ça l'a toujours été. Tu as été plus qu'un père. Tu as été un guerrier, mon guerrier. J'ai souri dans le noir. Un vieux guerrier peut-être, mais qui connaît encore quelques tours. Le meilleur genre de guerrier. Après avoir raccroché, je suis resté sur mon balcon encore longtemps. Paris était particulièrement belle ce soir. Froide, mais lumineuse. Vivante. Demain, je retournerai à ma routine tranquille. Mes vins à déguster, mes livres à lire, mes promenades au jardin du Luxembourg, les déjeuners du dimanche avec Claire, une vie paisible, une vie méritée après tant d'années de travail. Mais ce soir, je savoure pleinement. La victoire a un goût particulier, surtout quand elle est servie froide, méthodique, absolument légale et parfaitement méritée. Thomas Berger a voulu jouer avec le feu. Il a voulu profiter de ma bonté, exploiter la confiance de ma fille, manipuler des lois françaises qu'il ne comprenait pas vraiment, qu'il croyait pouvoir contourner. Il a découvert que les vieux notaires sont les adversaires les plus dangereux qui soient. Nous connaissons chaque loi, chaque clause, chaque faille, chaque recours. Nous savons comment utiliser le système. Et surtout, nous savons être patients. J'ai fini mon verre lentement. Le vin était exceptionnel, comme cette justice. L'histoire aurait pu être différente. Si Thomas avait été différent, s'il avait vraiment aimé Claire, s'il avait été honnête, fidèle, digne de confiance, mais il a choisi son chemin. La cupidité, la trahison, la violence. J'ai simplement illuminé les conséquences de ses choix. Et maintenant, c'est terminé. Vraiment terminé. La vie continue. Ma fille est libre et heureuse. Je suis en paix avec mes actes. C'est tout ce qui compte vraiment. Je suis rentré dans mon appartement et posé le verre vide sur la table. Demain est un nouveau jour. Un jour sans Thomas Berger dans nos vies. Et c'est exactement comme ça doit être. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.